Joël Bray. Bonjour. Joël Bray, vous êtes professeur de sciences de gestion, vous êtes professeur de marketing, vous êtes spécialiste de marketing de l'enfant et de l'adolescent. Absolument. C'est votre champ de spécialité. Et vous êtes professeur à l'IAE de Caen et à l'ESCA School of Management. Tout à fait. Pour vous, la crise, finalement, je devrais même dire les crises, finalement, ça ne change pas les tendances de consommation, quoi qu'on en dise. Alors c'est vrai que on voit après chaque crise importante, on l'a vu après la crise des subprimes en 2008, on le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire qui nous submerge depuis maintenant presque 1 an et demi. On voit comme une espèce de marronnier dans toute la presse, dans tous les médias, cette espèce d'affirmation sur laquelle la crise aurait profondément changé le consommateur. Moi, je me souviens de tout ce qu'on lisait dans les années qui ont suivi la crise des subprimes, où tous les consommateurs étaient devenus des anti-consommateurs. Alors que la réalité à l'époque, c'était que le consommateur, finalement, était dans une logique d'arbitrage où il cherchait à minimiser les achats contraintes pour pouvoir obtenir un maximum d'achat plaisir, ce que Robert Rochefort à l'époque appelait le vouloir d'achat. On voit un petit peu la même chose aujourd'hui avec la crise sanitaire et on nous met en avant des comportements de consommation, alors qu'ils sont réels, hein, mais qu'on a tendance peut-être à survaloriser un peu. Un exemple dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois, par exemple, c'est la montée en puissance des ventes de machines à faire du pain, par exemple. Alors c'est vrai que on voit beaucoup de consommateurs revenir un petit peu au plaisir, non seulement de la cuisine, mais au plaisir parfois de fabriquer soi-même des aliments qu'on achetait tout préparés. Ouais. Ce qu'on oublie par contre, c'est que cette tendance que l'on observe depuis quelques mois, elle s'inscrit dans un contexte qui est un contexte bien particulier, c'est-à-dire qu'avec le confinement, les gens ont été beaucoup plus chez eux, un petit peu forcés et contraints de le faire, qu'ils ont été pour une bonne partie d'entre eux en télétravail, ce qui leur a permis effectivement de pouvoir développer ce genre d'activité. Mais dès que la crise, et j'espère que c'est quelque chose qui arrivera le plus vite possible, va se terminer, ces consommateurs n'auront plus, du moins en semaine, la disponibilité temporelle pour pouvoir continuer à faire ce genre d'activité. Et on oublie d'ailleurs que si l'industrie des produits alimentaires transformés s'est autant développée dans les années 60, 70, 80, c'est pour une raison simple, c'est parce que les deux conjoints dans un ménage avaient une activité professionnelle et qu'il n'y avait plus personne pour cuisiner, faire sa blanquette de veau qu'on laissait mijoter toute la matinée pour le midi. Et donc, le manque de temps, finalement, a orienté l'offre. Donc, on verra lorsque la situation sera revenue, je dirais, à quelque chose de plus normal, qu'est-ce qui subsistera. On voit parfois aussi que la crise peut interrompre, du moins de manière momentanée, une tendance qui semblait marquée. Un exemple frappant, c'est par exemple les produits vendus en vrac. Les produits vendus en vrac sont dans une logique d'augmentation des ventes depuis plusieurs années. Et la première phase de l'industrie du Covid a marqué un coup d'arrêt assez brutal parce qu'à l'époque, on ne savait pas comment se transmettait le virus et on voyait beaucoup de consommateurs, quand ils revenaient de faire leurs courses, qui nettoyaient pratiquement tous les achats qu'ils avaient réalisés à l'eau de Javel. Et donc le vrac pâtissait du fait qu'on n'avait plus la protection perçue du packaging. Alors, c'est une tendance qui est repartie à la hausse 6 mois ou 8 mois après le début de la crise du Covid. Et je dirais, on est à nouveau sur quelque chose de haussier. Mais ce qu'on observe en règle générale, c'est que la crise est en fait plutôt un accélérateur de tendance que quelque chose qui va marquer une rupture chez le consommateur.
quand on évoquait la machine à pain tout à l'heure, c'est quelque chose, comme vous le disiez, qui s'inscrit dans une logique qui est apparue dans les années 90 et qui s'est développée depuis, qui est le do-it-yourself. Pendant longtemps, le verbe majeur qui a dominé la consommation, c'était le verbe avoir. Ce qui était logique parce qu'on avait accès à des produits auxquels on n'avait pas accès au préalable, et le simple fait d'accumuler provoquait une forme de jouissance. Et puis au fil du temps, je dirais, la disponibilité des produits a contribué à réduire cette jouissance. Et du verbe avoir, on est passé au verbe être et au verbe faire. Et les moteurs de la consommation, ça a été à la fois la construction identitaire par les produits qu'on allait acquérir et aussi le plaisir de participer à la réalisation et à la naissance du bien qu'on allait posséder. C'est d'ailleurs un des éléments qui explique l'extraordinaire montée en puissance, par exemple, des magasins de bricolage depuis 20 ou 25 ans. Et donc, le do-it-yourself, c'est quelque chose qui s'est matérialisé par le fait de retrouver du plaisir à cuisiner pendant la crise. Mais un élément, par exemple, qui a peut-être été un des plus grands marqueurs de la crise qu'on est en train de vivre, c'est effectivement le développement du numérique. Le développement du numérique, c'est quelque chose qui monte doucement en puissance depuis une dizaine d'années dans le domaine de la consommation, de la communication, de tout un tas de domaines, qui auraient sans doute continué à évoluer lentement si les choses avaient poursuivi leur cours normalement. Et puis on s'est retrouvé du jour au lendemain, à cause du confinement, obligé de trouver des nouveaux modes de communication, des nouveaux modes d'enseignement, des nouveaux modes d'accès à des produits parce que les magasins étaient fermés. Et tout ça a contribué à faire gagner 2, 3, 4, 5 ans certainement à une évolution qui de toute façon était inéluctable. Avant la crise, on voulait communiquer. Qu'est-ce qu'on faisait ? On se faisait un Skype. Je dirais qu'il y avait une sorte de généralisation du logiciel qui avait été développé. Aujourd'hui, Skype a quasiment disparu des tablettes. On a vu apparaître effectivement des logiciels qui étaient pratiquement inconnus à l'époque, Zoom, Teams, qui font partie de notre quotidien. Doctolib, qui utilisait Doctolib avant la crise du Covid, il y avait quelques initiés un peu branchés. Aujourd'hui, tout le monde prend ses rendez-vous sur Doctolib. Je dirais la vaccination a là aussi été un accélérateur extraordinaire. Le click and collect, le drive, c'est quelque chose qui s'était développé il y a 5 ou 6 ans, mais qui connaissait une évolution relativement lente. Là aussi, la crise et les conditions qu'on a connues du fait de cette crise ont provoqué chez beaucoup de consommateurs une accélération extrêmement rapide de tous ces modes d'approvisionnement, et probablement on ne reviendra pas en arrière une fois que la crise sera terminée. Ce qui oblige les distributeurs à repenser l'équilibre, sans doute beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'avaient imaginé au départ, entre la manière d'organiser leur distribution physique et la manière d'organiser leur distribution numérique. L'équilibre entre les deux au sein de ce qu'on appelle le phygital est quelque chose qui a sans doute été bouleversé par la crise. Donc, pour moi, il n'y a pas effectivement de bouleversement. Il y a des choses qui existaient déjà et dont une partie d'entre elles se voit accélérée considérablement parce que l'environnement et la nécessité fait force de loi, mais il n'y a pas, je dirais, de changement brutal d'orientation de la consommation. Pas de changement brutal d'orientation de la consommation. C'est vrai que nous sommes tous des consommateurs et nous savons tous que la principale ressource rare, voire même la seule, c'est le temps. Et la ressource de plus en plus est le temps. Le temps devient aujourd'hui une variable aussi importante que l'argent ou, je dirais, la disponibilité cognitive qu'on peut avoir, de manière assez paradoxale d'ailleurs, puisque on n'a jamais vécu aussi longtemps, on n'a jamais eu en théorie autant de temps libre, et on n'a jamais eu autant le sentiment de ne pas avoir le temps de faire ce qu'on voulait faire.
Mais en fait, ce paradoxe, il s'explique par un déséquilibre qui s'est accru. C'est vrai que le temps disponible, et notamment le temps discrétionnaire, n'a cessé d'augmenter. Mais en parallèle, le nombre de sollicitations auxquelles on est soumis a augmenté encore beaucoup plus vite, ce qui fait que le déséquilibre s'est accru, d'où ce sentiment effectivement de frustration. Merci nos smartphones. Merci Joël Bré.